Le journal signé Vincent Dublange. Avec le triste bilan des expulsions de migrants par l'Algérie refoulés vers le Niger, sans rien, obligés de marcher dans le désert pour atteindre une localité et être aidés. Ils sont de plus en plus nombreux, dit une organisation non gouvernementale. La colère au Sénégal dans les rues de Malika, quartier dakarois endeuillé par la mort d'une fillette de 12 ans en début d'année. Une manifestation contre les violences envers les enfants avait lieu hier. Le 21 janvier, ce sera l'ouverture du procès pour complot d'Olivier Boko et de 5 autres personnes au Bénin, on va en parler. On va vous présenter aussi le 7e album de Thomas Sidibé, franco-ivoirien qui rêve toujours d'un avenir métissé. C'est notre choix musical du jour. Avant-goût, dans 10 minutes. L'Algérie a donc expulsé plus de 30 000 personnes vers le Niger en 2024. C'est le bilan établi par l'organisation Alarme Faune Sahara. Cela fait 5 000 expulsés de plus par rapport à l'année précédente. Magali Lagrange. 31 404 personnes expulsées par l'Algérie vers le Niger l'an dernier, selon le décompte d'Alarme Faune Sahara. Des expulsions dans des conditions inhumaines, juge l'ONG. Les migrants peuvent être abandonnés en plein désert, à la frontière entre l'Algérie et le Niger. Ils doivent à partir de là parcourir plusieurs kilomètres à pied pour atteindre la localité d'Assamaka. Certains, précise l'ONG, arrivent malades, blessés ou épuisés. Alarme Faune Sahara dénonce les raids et arrestations massives menées en Algérie par les forces de sécurité qui visent les lieux de vie et de travail des migrants comme les chantiers de construction, ainsi qu'une augmentation de ce que l'ONG décrit comme des expulsions en chaîne de Tunisie en Algérie puis d'Algérie au Niger. Une fois au Niger, les migrants expulsés restent un temps bloqués dans plusieurs localités de la région d'Agadez dans des conditions précaires. Les camps de l'OIM, précise APS, sont parfois saturés. Les formalités administratives pour le retour dans les pays d'origine peuvent prendre du temps. En avril dernier, le Niger avait convoqué l'ambassadeur d'Algérie à Niamey pour protester contre ces opérations de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière en Algérie. L'actualité nigérienne et cet accord à vous signaler ce matin, signé hier entre les autorités de transition et WAPCO Niger, la filiale de la China National Petroleum Corporation. Accord pour la sécurisation des opérations pétrolières alors que les attaques contre l'oléoduc se sont multipliées ces derniers mois. Pas de détails sur le dispositif. Une jeune fille de 13 ans qui avale un produit toxique pour échapper à un mariage forcé avec un homme de 45 ans. Une fillette de 12 ans étranglée à mort par le père d'une de ses amies. 2 affaires, 2 pays, 2, ça suffit. Au Togo, d'abord, la mort il y a 10 jours de Justine, 13 ans, continue de susciter une vive émotion. Les militantes et militantes pour les droits des femmes appellent Lomé à prendre des mesures contre les mariages forcés d'enfants. Et puis au Sénégal, c'est le meurtre de Swadou Sow, 12 ans, étranglé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, qui continue de frapper l'opinion. 2 semaines après ce drame, des associations de défense des droits de femmes du quartier de Malika à Dakar organisaient hier une marche. Léa Lisa Vesterov. Ça suffit, en Wolof, elles sont un peu plus d'une centaine, vêtues de blanc, venues dire leur ras-le-bol des violences faites aux enfants suite au meurtre de la petite Swadou Sow. On a peu plus parce que ça fait mal au fond du cœur. Violenter un enfant, après la tuer, c'est choquant. Le choc et la tristesse, mais pour Ndeye Anta Diop Keïta, co-organisatrice de la marche, l'urgence est de rompre la loi du silence. Il y a de l'intolérance, les violences sexuelles, pédophilie et on ne dit rien. Les Wolofs disent nepal. Comme quand il y a violence, les gens se taisent. C'est grave ça. Vous dites qu'il faut parler. Mais il faut parler hautement pour éliminer ce fléau. Les violences sexuelles, un tabou lourd à lever, confirme Aïssatou Sow, militante à Malika. Des fois, tu vois un cousin qui viole sa cousine. Après, on dit que c'est affaire de famille, on laisse tomber. Alors qu'on doit exposer ça. Quand on expose ça, ça ne va plus se reproduire la prochaine fois. Parler et sanctionner plus, mais Fatou, du haut de ses 13 ans, a du mal à croire que ça va s'améliorer. On dit toujours que ça va changer. Je veux bien, mais moi je suis pressée en tout cas. Car pour le moment, c'est trop dur pour nous. Arrivé devant la sous-préfecture de la commune, la centaine de manifestants, parmi lesquels quelques hommes, a appelé l'État à élaborer une stratégie ciblée de lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes. Léa Lisa Vesterov, Dakar, RFI. En Côte d'Ivoire, la suspension de plusieurs responsables des forces de sécurité et de l'administration dans le département de Sipilou, dans l'ouest, à la frontière avec la Guinée. Préfet, commissaire de police, chef de la gendarmerie, des douanes, du détachement de l'armée localement, tous relevés de leurs fonctions dans le cadre de la lutte contre la fuite des produits agricoles aux frontières, notamment le cacao. On est là pas très loin du Libéria, le Libéria où la justice poursuit son enquête sur l'incendie du Parlement à Freetown. C'était en décembre. Thomas Etheridge, qui est un employé d'entretien au bureau du président de la Chambre des représentants, est au cœur des investigations en ce moment.
Christina Okello fait le point pour nous sur l'enquête. Le 18 décembre 2024, jour de l'incendie, Thomas Etheridge, employé d'entretien au bureau du président du Parlement, Jonathan Fanati-Kofa, se trouvait sur les lieux de l'Assemblée comme à son habitude. Aux environs de 7h30, il a été interpellé par les forces de l'ordre en tant que personne d'intérêt. 3 semaines plus tard, il a été désigné comme l'un des principaux suspects. Lors de sa comparution lundi à Monrovia, Thomas Etheridge a dénoncé des actes de torture qu'il aurait subis en détention, notamment le waterboarding, une méthode simulant la noyade. Visiblement affaibli et peinant à se tenir debout, l'audience a été écourtée pour qu'il reçoive des soins à l'hôpital. 4 proches de Jonathan Fanati-Kofa ont également été arrêtés, 3 après une visite chez lui et un 4e accusé d'avoir publié des menaces incendiaires sur Facebook. Le Congrès pour le changement démocratique, principal parti d'opposition, accuse le pouvoir d'orchestrer une chasse aux sorcières pour forcer Jonathan Fanati-Kofa à démissionner avant le discours annuel du président Joseph Boakai prévu le 30 janvier. Ce discours, traditionnellement prononcé à l'Assemblée nationale, sera relocalisé, le bâtiment étant toujours inutilisable en raison des dégâts causés par l'incendie. Justice au Bénin où la criette donne la date du procès et les charges qui pèsent contre Olivier Boko et Oswald Romeki. Ce sera le 21 janvier ce procès. Ils sont au total 6 accusés d'avoir préparé un coup d'État le 27 septembre dernier, ce qu'ils contestent. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan. La Cour va ouvrir le dossier Boko mardi 21 janvier prochain, 2e jour de la session criminelle. Les accusés, Olivier Boko, ex-poids lourd de la Galaxie Talon, Oswald Romeki, ancien ministre des Sports, leurs co-accusés, leurs conseils ont été informés ce mardi lors d'une audience de confirmation des charges à la Criette à Cotonou. Entre l'inculpation et la date du procès, un peu moins de 4 mois se sont écoulés. Le collège des avocats qui les défend a dénoncé et attaqué la procédure presque à toutes les étapes sans succès. Malgré la confirmation de la mise en accusation par la Cour suprême, ils continuent de crier à l'irrégularité, à la précipitation et à l'exécution d'un calendrier caché. Ce que certains juges contestent en coulisses quand on les interroge. Un des 6 accusés sera absent et il s'agit du beau-frère de Olivier Boko, contre qui un mandat d'arrêt international est lancé. Un petit rappel, le commandant de la garde républicaine approché pour la mise en œuvre du projet de coup d'État, selon la criette, n'est pas poursuivi. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI. Le ministre béninois délégué à la Défense exprime dans une lettre individuelle ses sincères condoléances et sa douloureuse sympathie aux familles des 30 soldats tués dans l'attaque d'un poste militaire il y a 10 jours dans le nord, près des frontières du Burkina, du Togo. Selon une loi en vigueur au Bénin, le gouvernement va désormais verser un capital décès aux ayants droit et une subvention pour la prise en charge des enfants orphelins. Dans Appel sur l'actualité, dans 1h30, vous nous appelez pour débattre de la stratégie sécuritaire et anti-djihadiste des autorités béninoises. Au Mali, dans la région de Nioro du Sahel, près de la Mauritanie, voilà 3 semaines qu'un haut responsable religieux a été enlevé. Tierno Amadou Adi Tal, il est le khalife général de la confrérie islamique Tidjaniya. Les djihadistes du JNIM ont annoncé son décès il y a 10 jours, on en a parlé sur RFI, mais ses proches ne tiennent pas ce décès pour acquis pour le moment. Quoi qu'il en soit, David Bachet, cette attaque du JNIM contre un chef religieux malien très respecté, très influent, est inédite, elle témoigne d'une évolution stratégique. La dernière fois que les djihadistes liés à Al-Qaïda se sont attaqués à des cibles religieuses locales, c'était en 2012, lors de la destruction des mausolées de Tombouctou, dont le culte était considéré comme de l'idolâtrie. Si les djihadistes du JNIM continuent depuis d'imposer par la violence leurs pratiques religieuses dans les zones qu'ils contrôlent, manière de prier par exemple, les chefs et symboles islamiques locaux n'étaient plus en première ligne de leurs attaques. Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute à Dakar. Les groupes terroristes essayaient de ménager les légitimités religieuses et traditionnelles pour ne pas perdre le soutien local des communautés dont ils ont besoin parce que pour opérer, il leur faut toujours des couveuses locales. L'enlèvement et le vraisemblable décès du khalife soufi Tierno Amadou Adi Tal marquent donc un tournant. Dans ses revendications, le JNIM affirme avoir visé le chef religieux de Nioro du Sahel pour sa supposée proximité avec les autorités et avec l'armée malienne. Bakary Samb. Le message, c'est d'abord s'attaquer à ceux qui défendent un islam pacifiste, qui découragent le recrutement djihadiste, ceux qui construisent des contre-narratifs par rapport à l'idéologie qu'ils sont en train de défendre dans ces territoires-là.
prendre. C'est un message politique, assurément, pour dire aux autorités la lutte que nous menons à votre encontre sera aussi menée contre tous ceux qui sont proches de vous. Ni sa famille, ni le Haut Conseil islamique du Mali ne considèrent à ce jour la mort de Tierno Amadou Adital comme confirmée. La précision signée David Bachet. En France, c'est l'issue d'une longue bataille. Elle a duré des semaines, celle pour la présidence des groupes d'amitié à l'Assemblée nationale. Ces groupes d'amitié qui permettent de tisser des liens avec des parlementaires, des acteurs économiques, culturels d'autres pays. Le Rassemblement national obtient 14 présidences de groupes d'amitié franco-africains, notamment France-Côte d'Ivoire et France-Maroc. Vu du Maroc, c'est plutôt une bonne nouvelle, Mathias Reynal. Entre le parti de Marine Le Pen et le royaume marocain, la relation est ancienne. Le politologue Moustapha Sehimi. Il y a eu, il faut le rappeler pour nos auditeurs, la visite de Jean-Marie Le Pen, alors président du Front National, à Rabat, le 11 décembre 1990, où il a été reçu en audience royale par Sa Majesté Hassan II. Jean-Marie Le Pen avait été très impressionné par ce que lui avait dit le défunt souverain sur le Maroc, sur ses rapports avec la France. Et si certains partis de la gauche marocaine sont traditionnellement hostiles à l'extrême droite, cela ne représente pas l'opinion majoritaire parmi les formations politiques du pays, selon Moustapha Sehimi. Pour les autorités, l'équation est encore plus simple. Le Maroc évalue ses relations avec les pays ou avec des partis politiques suivant un prisme particulier, celui de leur position sur la question du Sahara marocain. Ça a été affirmé à différentes reprises par le souverain. Sur ce plan-là, le Rassemblement national soutient la marocanité des provinces sahariennes du royaume, c'est extrêmement important. Dans l'entourage de Marine Le Pen, on explique que le Maroc est un grand pays de diplomatie et de développement économique, un acteur important dans la lutte contre l'immigration. Mathias Reynal, Casablanca, RFI. Et les attributions de ces présidences de groupes parlementaires en France doivent encore être formellement actées la semaine prochaine par le bureau de l'Assemblée nationale. De la musique avec un son franco-ivoirien pour terminer. Oui, puisqu'il est né en Côte d'Ivoire, mais qu'il a été élevé en France. On parle du nouvel album de Thomas Sidibé. Thomas Sidibé qui transmet depuis 25 ans maintenant des messages engagés. À 51 ans, ce passeur entre les cultures et les continents sort d'Akan, Destin en Bambara, son 7e album, en 10 titres et 3 langues. Carmen Lunsman. Ensuite, c'est le journal. Bonjour Nemo Ampis. Bonjour Andréane, bonjour à tous. Toujours pas de discussion entre autorités congolaises et rwandaises concernant la situation dans l'est de la RDC, mais une intensification des combats, notamment dans plusieurs territoires de la province du Nord Kivu, où l'armée tente de reprendre la main sur le groupe armé du M23 soutenu par Kigali. Y aura-t-il des chefs d'État ce mercredi à la cérémonie d'investiture de Daniel Chapou au Mozambique? Son élection il y a 3 mois embarrasse une partie de la communauté internationale, alors que 300 personnes seraient mortes depuis le début de la contestation menée par l'opposant Venancio Mondlane. Au Soudan, l'armée du général Al-Burhan pointait du doigt pour des exactions envers des civils lors de la reprise ce week-end de la ville de Ouad Madani. Elle nie toute accusation. Probable écrasante victoire du parti au pouvoir aux Comores lors des législatives du week-end dernier. Hier, la commission électorale a publié des résultats provisoires. Nous sommes à Moroni et puis on vous présente Dakan, le nouvel album du chanteur Thomas Sidibé. Dakan en Bambara, comprenez Destin en français, 2 langues dont il manie les mots en chanson. Plusieurs fronts ouverts dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements y prennent une nouvelle ampleur entre l'armée congolaise et ses alliés et le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. Des combats qui mettent en difficulté le cessez-le-feu négocié l'été dernier et à l'heure où les discussions entre autorités congolaises et rwandaises n'ont toujours pas été relancées. Les précisions à Kinshasa de Pauline Azidi. Dans le Massissi, les militaires du Sud Kivu et ceux du Nord Kivu ont coordonné leurs actions dans une opération qu'ils ont baptisée Caterpillar 2. Objectif, reprendre du terrain au M23 dans ce territoire. Cette opération a pour but de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et de ses multiples alliés, justifie le colonel Njike, en charge de la communication des FARDC dans le Nord Kivu. Et dans la province, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts. Tous les jours, il y a des affrontements, confirme un responsable militaire. Dans le Massissi, mais aussi dans le sud Lubero et dans le Rutshuru, une intensification des combats alors que sur le plan diplomatique, les discussions sont dans l'impasse. Pas de date annoncée pour une nouvelle rencontre des ministres des Affaires étrangères à Luanda en Angola sous l'égide du président Lorenzo. Pour l'instant, l'accord de paix reste donc à l'état de projet. Pauline Azidi, Kinshasa.
RFI. Au Cameroun, ce sont 5 minutes de discussion qui font couler beaucoup d'encre. Vendredi, un échange a eu lieu entre Paul Biya et Toymanon Dame-Joya, présidente de l'Union démocratique du Cameroun, alors que le chef de l'État recevait les vœux de nouvelle année des diplomates accrédités et des corps constitués du pays. Et hier, dans un communiqué, celle qui est également maire de la commune de Fumban a choisi de révéler le contenu de cet échange. Selon elle, son interlocuteur a tenu quelques mots sur le débat ouvert il y a quelques semaines sur sa potentielle candidature à la présidentielle d'octobre, mais aussi sur la conduite du processus électoral. À Yaoundé, pour RFI, Polycarpe Somba. En échange bref, à peine 5 minutes, filmé et diffusé en direct à la télévision et qui faisait jusqu'ici l'objet de nombreuses conjectures. Toymanon Dame-Joya rapporte qu'elle a saisi cette occasion pour aller directement à ce qui lui paraissait essentiel à elle et à l'ensemble de l'opposition et la société civile en cette année électorale. Nous avons pu porter à la haute attention du président de la République du Cameroun la grande préoccupation de l'heure des principaux acteurs du processus électoral, à savoir un système électoral accepté, partagé par tous, garant du jeu démocratique crédible, juste, équitable, transparent et pacifique. Le chef de l'État s'est montré attentif, assure Toymanon Dame-Joya, même si, ajoute-t-elle, il a affirmé n'avoir pas eu connaissance de la proposition de modification du code électoral que les partis de l'opposition ont porté à son attention depuis 3 ans. L'autre sujet d'échange aura porté sur les sorties des religieux ayant ces derniers jours disqualifié la possible candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Le chef de l'État a fait un commentaire qui a retenu notre attention en relevant que les critères de candidature de la présidente de la République étaient tributaires de la Constitution et non des évêques. À ces dires, les évêques s'étaient aventurés dans la description d'une typologie du candidat à la présidence de la République sans pour autant être compétent. Toymanon Dame-Joya précise que ce commentaire, Paul Biya l'a fait délibérément alors qu'aucune question ne lui a été posée à ce propos. Polycarpe Somba, Yaoundé, RFI. Jour d'investiture présidentielle au Mozambique ce mercredi, qui coïncide avec le 3e jour de grève nationale, laquelle avait été appelée par Venancio Mondlane, candidat malheureux de l'opposition à la présidentielle, est revenu la semaine dernière d'exil forcé. Daniel Chapu, élu le 9 octobre, va ainsi prolonger le règne du Frélimo au pouvoir depuis près de 50 ans au Mozambique, où jamais le climat social n'a été aussi tendu en marge d'un début de mandat. Alexis Guilleux. Depuis hier, une partie du centre-ville est fermée à la circulation. Les forces de l'ordre quadrillent la place de l'Indépendance où se tiendra la cérémonie. Le gouvernement a décrété hier la journée fériée, limitant ainsi la circulation des personnes à Maputo. 2500 invités sont attendus pour l'investiture, mais cette cérémonie embarrasse une partie de la communauté internationale. Le président du Portugal a notamment décidé d'envoyer à sa place son ministre des Affaires étrangères. La présence de Cyril Ramaphosa, le président d'Afrique du Sud, n'a toujours pas été confirmée. La semaine passée, il réfléchissait encore à honorer son invitation. De son côté, Venancio Mondlane n'est plus réapparu depuis sa dernière vidéo sur ses réseaux sociaux samedi. Il se dit traqué par les autorités et affirme devoir changer chaque soir de refuge. Selon la plateforme de la société civile Décide, la répression policière de ces derniers jours de contestation a fait 6 morts, portant à 300 le bilan humain depuis le début de la contestation. Hier, le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies a appelé les forces de sécurité mozambicaines à éviter un usage de la force non nécessaire et disproportionné. Lui débute ce mercredi un séjour de 3 jours à Moscou. Faustin Archange Touadéra est attendu dans la capitale russe où il doit être accueilli entre autres par son homologue Vladimir Poutine. La Russie qui a noté avec satisfaction la levée définitive ces derniers mois de l'embargo sur les armes et des restrictions sur le secteur du diamant qui frappait la Centrafrique. Au Soudan, voilà 21 mois jour pour jour que la guerre civile fait rage entre les hommes du général Hemeti et ceux du général Abdel Fattah al-Burhan. Ces derniers ont repris samedi dernier le contrôle de Ouad Madani, capitale provinciale de l'État d'Al Jazeera, aux mains des paramilitaires depuis plus d'1 an. Et lors de cette avancée, un groupe d'avocats qui documente les atrocités commises depuis le 15 avril 2023 assure que l'armée s'est prêtée à des exécutions extrajudiciaires, des enlèvements ou encore des actes de torture sur des civils. Armée qui nie toutes ces accusations. Je vous propose d'écouter Noun Kashkouch, membre de Emergency Lawyers.
Quand l'armée soudanaise et ses alliés ont repris le contrôle de Wad Madani et des villages aux alentours, de nombreux civils accusés d'avoir collaboré avec les paramilitaires ont été pris à partie. Nous avons de nombreuses vidéos qui documentent ces violences. Sur l'une d'elles, on voit un homme en chemise bleue qui est tué parce que sa sœur s'est mariée avec un combattant des forces de soutien rapide. Sur une autre, un jeune homme accusé d'avoir aidé les FSR et jeté dans la rivière. Il y a également des vidéos de femmes vendeuses de thé dans la rue qui sont arrêtées pour avoir commercé avec les paramilitaires. S'il y a réellement eu collaboration, alors il faut que ces gens soient arrêtés et jugés. Vous ne pouvez pas tirer sur des civils dans la rue sous prétexte qu'ils auraient collaboré avec l'ennemi. Pour nous, il s'agit de crimes de guerre. L'armée et les paramilitaires doivent cesser. Ils n'ont aucun respect pour les civils. Ils ne sont intéressés que par gagner cette guerre. Et comme à chaque fois, ce sont les civils, les victimes. Nous cache-couche avec Alexandra Branjon. L'armée a attribué mardi ces attaques à des violations individuelles et promis de veiller à ce que les responsables de ces violences rendent des comptes. Aux Comores, les résultats provisoires des législatives publiés hier soir par la commission électorale font état d'une écrasante victoire du parti au pouvoir d'Azali Assoumani. La CRC, la Convention pour le renouveau des Comores, un scrutin qu'une partie de l'opposition avait choisi de boycotter. RFI Moroni, Abdallah Zembaba. 20e circonscription. Sur les 33 sièges à pourvoir, 28 ont été remportés dès le premier tour par la CRC, le parti au pouvoir. 3 opposants sont également déjà élus, tandis que 2 circonscriptions devront départager leurs candidats lors d'un deuxième tour prévu le 16 février en même temps que les communales. Mahmoud Fakhreddine, ministre en charge des élections, salue le choix du peuple et relativise les critiques de l'opposition. Je crois que le peuple a tranché. Je ne dis pas que tout était parfait, mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'exagération dans certains faits. Malheureusement, c'est aussi pour une manière de se défendre. L'opposition unie des Comores continue d'affirmer que le processus est entaché d'irrégularité et elle a décidé de se retirer du processus électoral. Maître Fahmi Saïd Ibrahim El Masseli, ancien parlementaire et aujourd'hui candidat indépendant, s'est qualifié pour le second tour. Il dénonce lui aussi des dysfonctionnements, mais reste dans la course, jugeant s'être présenté sans coalition. Il y a eu beaucoup d'irrégularités et ce d'autant que les présidents et les secrétaires des bureaux de vote ont été choisis au sein du parti du pouvoir. Pour le scrutin à venir, nous demanderons une transparence et des garanties nécessaires afin que le scrutin se passe dans les meilleures conditions. La commission électorale promet de sanctionner les membres des bureaux de vote qui ont enfreint les règles. Les candidats ont jusqu'à vendredi pour déposer leur recours à la Cour suprême. Abdelham Zembaba, Moroni. RFI 7h40 à Libreville. La nouvelle a été confirmée par les autorités gabonaises. La Banque mondiale a bel et bien suspendu ses décaissements en raison du non-paiement d'arriérés de dettes. Le ministère des Comptes publics en a fait état dans un communiqué publié lundi soir. Pour l'heure, le montant de la tranche suspendue n'est pas connu, mais c'est la deuxième fois en un an que l'institution suspend son aide pour la même raison. À la date du 10 janvier, ces arriérés s'élevaient à 17 milliards de francs CFA, soit environ 26 millions d'euros. Explication, Charlotte Cossé. Une situation qui s'explique par différents facteurs, détaille le ministère des Comptes publics. L'insuffisante mobilisation de ressources sur le marché international, l'importance de la prise en charge de mesures sociales additionnelles ou encore l'affectation de ressources importantes à des opérations stratégiques pour le pays. En mai, le FMI s'inquiétait du caractère expansionniste de la politique budgétaire du Gabon, notant une accumulation rapide d'arriérés qui ont porté la dette publique à plus de 70% du PIB. Sollicité par RFI, la Banque mondiale précise que cette suspension des décaissements est prévue dans les accords de financement et ceci pour garantir la mise en œuvre harmonieuse des projets financés. Les autorités gabonaises se veulent rassurantes. Elles affirment avoir réalisé d'importants remboursements l'an passé et mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour apurer ces arriérés dans les meilleurs délais. La Banque mondiale, dit-elle, restait fermement engagée aux côtés du Gabon. Le Gabon, où l'Assemblée de transition a adopté hier le projet de nouveau code électoral en vue des échéances de fin de transition. Tous les députés ont voté pour un texte qu'ils ont modifié. 3 se sont tout de même abstenus. Le nouveau projet prévoit de laisser l'organisation des scrutins au ministère de l'Intérieur via une commission spécialisée. Le texte arrive ce mercredi.
au Sénat. Et puis la fin de cette édition en musique avec le 7e album de Thomas Sidibé intitulé Dakan. Un projet composé de 10 titres en 3 langues et dans lequel l'artiste, né en Côte d'Ivoire, élevé en France et dont le pays d'adoption est le Mali, transmet des messages engagés à travers des rythmes africains. Dakan, ça veut dire destin en bambara. Carmen Lunzmann a écouté le projet pour RFI. 7h44 à Paris, prochain journal dans un quart d'heure à la une, notre dossier et le témoignage rare d'un Camerounais qui combat bien malgré lui pour la Russie en Ukraine. Ensuite, nous irons en Albanie, le pays a banni TikTok pour 1 an. La plateforme chinoise soupçonnée par les autorités d'encourager la violence chez les plus jeunes, une décision pas innocente pour certains. Des élections législatives ont lieu le 11 mai prochain. Et c'est assurément une des raisons pour lesquelles le Premier ministre a choisi exactement ce moment pour interdire l'un des réseaux sociaux les plus utilisés par le public albanais, le seul sur lequel il n'a pas d'influence. Un reportage à suivre à 8h15. Avant ça, dans 5 minutes, notre invité, on va parler du Tchad avec Ouanati Remadji, chercheur principal et spécialiste du bassin du lac Tchad et de l'Afrique centrale pour l'ISS. D'abord, la revue de presse africaine. Couteau. Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une, les tensions entre Ouagadougou et Paris. Oui, les récents propos d'Emmanuel Macron sur l'ingratitude, entre guillemets, de certains dirigeants africains envers la France. Ces propos décidément passent mal sur le continent. Après le gouvernement tchadien et le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, c'est au tour du Burkina Faso de réagir, pointe Jeune Afrique. Lundi, le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir à Ouagadougou, a lui aussi exprimé sa colère et affirmé que le président français avait insulté tous les Africains. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains, a-t-il poursuivi. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Cette réaction du président putschiste intervient dans un contexte plutôt tendu entre la France et les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, relève encore le site panafricain. Les militaires, à leur tête, au discours souverainiste et nationaliste, ont réclamé le départ de l'armée française de leur territoire respectif. Le quotidien aujourd'hui à Ouaga approuve la sortie du capitaine Ibrahim Traoré. Celui qui, depuis 2 ans, essaie de tracer un autre chemin pour le Burkina, en compagnonnage avec le Mali et le Niger, 2 pays animés par la même dynamique et dirigés également par des militaires. IB a donc réagi au quart de tour à ce verbatim du président français. Explication à l'appui, la France doit son existence aux ancêtres africains. Haro également souligne aujourd'hui sur les conseillers militaires tapis dans les enclaves diplomatiques et plus dangereux que les militaires dans les camps, et Haro sur ces fermetures de bases militaires sans dénonciation des accords de défense, foi de IB, et il appelle à un réveil conséquent des peuples africains. Si ce n'est pas du lumumbisme ou du sankarisme, ça y ressemble. Justement, à propos de ces conseillers militaires tapis dans les enclaves diplomatiques évoqués par aujourd'hui, le Monde Afrique revient avec force détails sur la récente libération de 4 agents des services secrets français qui étaient détenus depuis 1 an au Burkina Faso. Oui, le Monde Afrique qui nous rappelle le contexte. Comme son homologue malien, le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré a rompu les liens avec la France après un coup d'État. Entre Ouagadougou et Paris, les relations sont alors devenues exécrables. Renvoi de l'ambassadeur et des forces spéciales françaises basées dans le pays depuis plus d'1 décennie. Déclaration au vitriol contre l'ex-puissance coloniale. En coulisses, pourtant, la coopération opérationnelle se poursuit entre l'Agence nationale de renseignement burkinabé et la DGSE, les services français. C'est dans ce cadre que les 4 hommes se rendent à Ouagadougou en novembre 2023. Membres de la direction technique qui gère les systèmes informatiques et de télécommunications, ces techniciens y sont présents pour une opération ponctuelle de quelques jours. 48 heures plus tard, ils sont interpellés à leur hôtel par des agents de la direction de la Sûreté de l'État. Les faits reprochés sont graves, espionnage et velléité déstabilisatrice. La faute à des erreurs qui auraient pourtant pu être évitées, relève le Monde Afrique, à savoir absence de visa diplomatique en bonne et due forme et surtout détention de téléphones de service non nettoyés, c'est-à-dire purger des informations sensibles, comme le prévoit la procédure de la DGSE dans ses appareils, des photos de sites d'intérêt de la capitale burkinabé ou encore des contacts dans des régions sous tension sécuritaire. Les autorités françaises qui soupçonnent les Russes d'être à la manœuvre tentent d'abord une médiation togolaise sans résultat, puis par l'intermédiaire
l'intermédiaire des Émirats arabes unis, sans résultat. Oui, et les mois passent et l'affaire est dans l'impasse. Le Maroc entre alors en scène. En juillet dernier, poursuit le Monde Afrique, Emmanuel Macron adresse une lettre au souverain chérifien dans laquelle il écrit que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Pour Paris et Rabat, c'est la fin de plusieurs années de brouille et le début de la réconciliation. Entre les services, un frein est levé, la coopération s'accélère et finalement, les 4 agents français sont libérés le 18 décembre dernier. Et le Monde Afrique de s'interroger, quelle contrepartie le capitaine Traoré a-t-il obtenu en échange de la libération des Français ? Le Maroc a payé 60 millions d'euros et donné du matériel au Burkinabé, affirme une source proche de la DGED, les services marocains, une information formellement démentie par la DGSE. Frédéric Couteau. Aux États-Unis, les incendies continuent de ravager Los Angeles et sa région. Au moins 25 personnes sont mortes et les services météo américains continuent de mettre en garde contre les vents violents toujours en cours qui attisent les flammes. En Corée du Sud, le président suspendu Yoon Suk-yeol a finalement été arrêté ce matin, suspendu par les députés et visé par une enquête pour rébellion suite à sa tentative ratée d'imposer la loi martiale dans le pays. Yoon Suk-yeol avait jusque-là toujours refusé de s'expliquer, poussant les procureurs à recourir à des mandats d'arrêt afin de l'y forcer. En France, le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte a été adopté la nuit dernière en commission. Il sera ensuite étudié par les députés la semaine prochaine. L'Assemblée nationale, devant laquelle François Bayrou a prononcé hier sa déclaration de politique générale. Objectif, éviter la censure. Le Premier ministre a notamment évoqué la très contestée réforme des retraites sans l'abroger ni la suspendre. Je choisis, dit-il, de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref. Fin de citation. La France insoumise a aussitôt déposé une motion de censure qui sera discutée demain. Et puis l'attente d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les négociateurs réunis au Qatar continuent de débattre de cet accord décrit comme étant au stade final. Dans ce contexte, l'autorité palestinienne a annoncé hier soir la mort de 6 personnes dans un bombardement israélien sur le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupée. Tchad, après 65 ans de présence quasi continue, c'est au plus tard dans 2 semaines que les troupes françaises doivent quitter le pays. Alors pourquoi le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, a-t-il pris cette décision surprise le 28 novembre dernier ? La guerre civile au Soudan est-elle l'une des causes de la brouille entre N'Djamena et Paris ? Ces questions posées par Christophe Boisbouvier à notre invité ce matin, Ouanati Remadji, chercheur principal et spécialiste du bassin du lac Tchad et de l'Afrique centrale pour l'Institut d'études de sécurité. Il s'exprime d'abord sur les affrontements qui ont fait 20 morts le 8 janvier à N'Djamena. Ouanati Remadji, bonjour. Bonjour. Une semaine après, est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'attaque du palais présidentiel de N'Djamena le 8 janvier dernier ? On n'en sait pas plus, sauf que cette attaque donc a été menée par une vingtaine de jeunes, une sorte de commando de fortune, qui, contre toute attente, a pu pénétrer en fait les prémices de la présidence avant d'être neutralisée. Est-ce que ce n'était pas suicidaire ? Évidemment, c'est très suicidaire en fait pour un groupe de jeunes pas très entraînés du tout et sans moyens militaires de débarquer et d'essayer ainsi de prendre d'assaut la présidence. Totalement suicidaire. Ces jeunes pieds nickelés venaient des quartiers pauvres du sud de N'Djamena, a précisé le porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que signifie cette petite phrase ? Le gouvernement va même plus loin en disant, notamment le ministre, je cite, qu'il connaît leur ethnie d'origine mais qu'il ne voudrait pas en parler. Mais dans le contexte tchadien, de telles allégations sont relativement problématiques parce que les quartiers de la ville de N'Djamena ont une géographie et une anthropologie propre. Donc, indexer ainsi tout un quartier, il y a derrière en fait des risques de stigmatisation qui pourraient poser des problèmes. Est-ce qu'il y a eu des arrestations ? De sources officielles, il n'y a pas encore eu d'arrestation. La rumeur enfle cependant autour de l'arrestation d'un général, mais en l'absence de toute communication officielle, je pense qu'on en reste pour le moment à des conjectures. Alors en toile de fond de tous ces événements, il y a un fait historique. C'est d'ici la fin de ce mois de janvier le départ de tous les militaires français du Tchad. Avec le recul, quelle est à votre avis la raison principale pour laquelle le président Mahamat Idriss Déby a pris cette décision le 28 novembre dernier ? Le premier élément, c'est d'abord que dans le souverainisme actuellement comme argument politique est dans l'air du temps et le Tchad n'est pas le premier pays donc qui fait ce choix. Il y en a beaucoup d'autres dans le Sahel notamment, c'est la première chose. Deuxièmement, il peut y avoir la question de l'engagement supposé ou faux du Tchad dans le conflit soudanais dans un rôle qui ne sierait pas justement aux acteurs qui voudraient contribuer à la résolution de ce problème-là, notamment
notamment la France. Donc il y a certainement des différents éléments d'achoppement peut-être déjà dans les relations entre le Tchad et la France qui se seraient cristallisés avec des discussions lors du passage du ministre français des Affaires étrangères à N'Djamena. Alors vous l'avez dit, l'une des causes des frictions entre N'Djamena et Paris, c'est le soupçon des Français que le Tchad laisse transiter sur son territoire l'aide militaire des Émirats arabes unis aux rebelles soudanais du général Hemeti. Est-ce que cet éventuel soutien aux forces de soutien rapide pourrait être un vrai choix stratégique de la part du Tchad dans le conflit soudanais? Important de rappeler que ce soutien donc supposé est d'abord très fortement soupçonné par le pouvoir soudanais qui dit aujourd'hui disposer des éléments en fait de preuve de ce qui se passe donc à la frontière tchadienne. Et malgré les démentis du Tchad, donc le Soudan continue à insister. Et aujourd'hui que le Tchad se retrouve éventuellement donc à prendre parti dans ce conflit, je pense que stratégiquement c'est un risque en fait pour le Tchad parce que quelle que soit l'issue du conflit au Soudan, il y aura des impacts le long de la frontière et dans une certaine manière donc sur l'est du Tchad en matière humanitaire, de sécurité mais aussi économique. Un risque qui serait encore plus important si demain les rebelles des forces de soutien rapide perdaient la bataille au Soudan? Éventuellement, parce que si Hemeti venait à perdre la guerre face aux forces dirigées par le général Bourhan, cela va d'abord aggraver l'instabilité en fait de cette longue frontière par une dispersion des milices se battant contre les FSR, donc notamment les milices Zakawa, qui, parce que alliés à El Bourhan, verraient leur position renforcée. À l'occasion de la fête de l'indépendance du Soudan, le 1er janvier dernier, le président tchadien a félicité son homologue soudanais, le général Abdel Fattah al-Bourhan, malgré tous les reproches que celui-ci lui fait. Est-ce que c'est le signe que le Tchad cherche peut-être à rééquilibrer ses relations dans le conflit soudanais? Pendant que justement le Soudan continue sa diatribe diplomatique contre le Tchad à l'international, l'acte de Mahamat Idriss Déby est à saluer parce qu'il y a plus à gagner pour les deux pays que le Tchad se place dans une position d'apaisement, une position de contribuer à résoudre le conflit plutôt qu'à être accusé d'attiser le feu. Donc c'est très important ce début de retour en fait du Tchad à des sentiments meilleurs, espérant donc que du côté du Soudan aussi que cela soit reçu comme tel et que des possibilités de négociation s'ouvrent entre les deux pays pour que le Tchad reprenne sa position de contributeur de paix au Soudan plutôt qu'à continuer d'endosser en fait à tort ou à raison l'habit de quelqu'un qui attise plutôt le feu dans ce conflit-là dans un pays frère et voisin. Wanati Remadji, je vous remercie. Wanati Remadji, chercheur principal et spécialiste du bassin du lac Tchad et de l'Afrique centrale pour l'ISS Entretien avec Christophe Boisbouvier. Maintenant, vous nous dites qu'au Gondwana, comme ailleurs, il y a les idéalistes et les réalistes. Oui, depuis l'aube des temps, on a toujours entendu que le monde était divisé en deux. D'un côté, les idéalistes, rêveurs, éternels optimistes, et de l'autre, les réalistes, bref, les yeux ouverts, pieds sur terre. On a toujours entendu que les rêveurs ne voyaient le monde qu'à travers le prisme des dessins animés de Disney, les bisounours et les contes à dormir debout. Tandis que les réalistes ont revêtu la blouse du médecin qui ausculte le concret, le réel, pour en tirer un diagnostic irréfutable. La très démocratique République n'échappe pas à cette règle mathématico-philosophique. Mais comme toujours, elle y apporte sa touche personnelle. Au Gondwana, il y a aussi les idéalistes et les réalistes, mais dans les réalistes, il y a réalistes et réalistes. Il y a les réalistes qu'on a vus tantôt, c'est-à-dire les réalistes qui regardent la réalité droit dans les yeux pour mettre leurs pas dans ses pas. Et il y a les autres réalistes gondwanais de tous les jours, ceux-là, à savoir ceux qui prennent cette réalité dans la face, ceux à qui la réalité met un grand coup de boule dans les dents, un low kick dans les tibias et un crochet au menton. Les premiers sont toujours ces réalistes qui, te disent-ils, savent. Bah oui, comme on dit au Gondwana, parce qu'ils ne rêvent pas, eux, te répète-t-il. À toi, le rêveur qui plane trop haut, là-haut dans les nuages, il lance un lasso pour attacher tes chevilles et te ramener sur terre. Il ne s'arrête pas en si bon chemin, parce qu'il se retourne alors vers toi, le réaliste, toi à qui la réalité ne fait aucun cadeau. Il se retourne vers toi pour t'apprendre la vie que tu vis tous les jours, la vie que tu subis tous les jours. Quand tu te plains doucement qu'au marché, tous les prix sont comme des drones, ils montent très haut dans le ciel, te regardent depuis là-bas en te narguant avec leur bruit de guêpe. Eh ben, les réalistes premier degré te disent que c'est la loi de l'économie, que si les prix augmentent,
ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit, mais bien parce que tout est lié. La guerre en Ukraine, la canne, la neige, les inondations, le soleil qui chauffe, l'eau qui mouille, bref, l'économie réelle est là, te disent-ils. 1 + 1 = 2, t'as pas le choix, il faut que le prix de la tomate augmente. Quand tu te plains que les factures de courant arrivent toujours à l'heure, alors qu'à cause des coupures de courant intempestives, toutes les 5 minutes, matin, midi et soir, tu n'as même pas le temps de charger ton téléphone, que le courant s'en va encore et encore, les réalistes premier degré te disent que c'est à cause de la conjoncture internationale et de la spéculation sur le marché des hydrocarbures et qu'il faut donc que tu fasses preuve de patience après que le DG a fini les travaux dans la maison qu'il s'est acheté cash au Texas. Les réalistes connaissent mieux que toi la réalité que tu vis pour la simple raison, disent-ils, que tu as le nez dans le guidon et donc pas assez sur la route. Alors qu'eux ont du recul depuis leur bureau et leur voiture climatisée. À demain. Merci Maman et à demain RFI. Belle journée à vous. On reste ensemble dans 1 minute le journal.